Chers amis, bonjour. Une petite vidéo rapide pour faire le point sur ce que vous devez savoir et savoir faire en seconde sur le cours de mécanique. Il y a 3 volets en fait qui font dans les chapitres, dans les manuels de physique 3 chapitres. Le mouvement, les forces et une mise en commun, une première mise en commun en seconde qui est le principe d'inertie. Concernant le mouvement, vous savez qu'un mouvement s'analyse toujours dans un référentiel. Vous avez 3 grands référentiels à connaître: héliocentrique, géocentrique, terrestre. Héliocentrique, centré sur le Soleil, on pointe vers 3 étoiles fixes pour le repère. Géocentrique, on pointe sur le centre de la Terre, on pointe vers les 3 mêmes étoiles fixes. Terrestre, on est attaché au sol. C'est-à-dire qu'on se moque du fait que la Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil. D'accord ? C'est pour l'analyse de tous les mouvements classiques de la vie quotidienne lorsqu'on est attaché au sol. Une fois que le référentiel est choisi, dans ce référentiel, on analyse une trajectoire. Pour nous, l'instrument privilégié qu'on va utiliser pour la trajectoire, c'est la chronophotographie ou le pointage. D'accord ? Donc si je vous fais ici le pointage du centre de gravité d'un objet qui se déplace dans ce sens-là, vous voyez qu'ici la vitesse est constante. Lorsque la vitesse est constante, on dit que le mouvement est uniforme. Si la vitesse n'est pas constante, le mouvement n'est pas uniforme, mais on peut voir qu'il est soit accéléré, soit ralenti. Ensuite, la trajectoire elle-même, il y a 3 types de trajectoires classiques. La droite, le cercle, et en gros, quand c'est ni l'un ni l'autre, en seconde, on n'a pas davantage d'outils pour qualifier d'autres types de trajectoires, ça viendra dans les années après, d'accord ? C'est la courbe. Du coup, ici, on dira que le mouvement est rectiligne, ici qu'il est circulaire, et ici qu'il est curviligne. Voilà. Pour qualifier un mouvement, on qualifie à la fois la trajectoire et la vitesse, donc on dira que le mouvement est circulaire, ou rectiligne, ou curviligne, uniforme, ou pas. D'accord ? Accéléré, ralenti, bon. Là, j'ai un pointage de mouvement, je vais le faire avec une autre couleur, rectiligne, uniforme. Ici, je vais utiliser un autre pointage. Mon centre d'inertie, il se déplace. Et par exemple, ici, j'ai un mouvement ralenti. Donc non uniforme, mais toujours rectiligne parce que la trajectoire est une droite. De façon un peu plus précise, je peux avoir besoin de calculer la vitesse. Je n'ai pas besoin de toute cette place pour tout à l'heure. Voilà. La vitesse, par exemple, ici, j'ai un point G1, G2, G3. Bon. La vitesse, par exemple, ici, au point 2, je vais l'appeler V2. Ce sera la distance parcourue à partir de G2 jusqu'au point suivant. D'accord ? Donc G2, G3. Divisé par le temps qui s'écoule entre le pointage de G2 et celui de G3, que je vais appeler delta T. Alors attention, G2, G3 est en mètres et delta T est en secondes, pour avoir une vitesse dans l'unité usuelle du système international qui est le mètre par seconde. D'accord ? Donc, ici, méfiez-vous, si on vous demande d'analyser un pointage, il y aura une représentation avec une échelle, tant de centimètres représente tant de mètres, ou tant de centimètres, ou tant de millimètres, tout dépend si on a grossi ou si on a pris plus petit. D'accord ? Donc, c'est une représentation à l'échelle, c'est comme pour les cartes. D'accord ?
vous aurez par exemple mesuré quelque chose en centimètres, ça représente tant de centimètres ou tant de mètres. Bon, il faudra éventuellement convertir la distance en mètres. Ensuite, la durée qui sépare deux pointages, d'accord, l'instant, hein, ça c'est quoi? C'est, je peux l'appeler aussi, c'est l'instant qui sépare ce point de l'instant qui sépare le point d'avant. Bon, le delta t est le même de toute façon pour tous les points, et c'est justement parce que c'est le même que si les points se rapprochent, on sait qu'on ralentit, si les points s'écartent, on sait qu'on accélère. Donc, ici, là, souvent on a des pointages en millisecondes par exemple, mais c'est pas obligé. On a une durée qui n'est pas forcément exprimée en secondes. Donc il va falloir la convertir en secondes. Ceci dit, un des apports principaux de la classe de seconde, c'est, en suivant ce sur quoi on avance aussi en maths, c'est la notion de vecteur. D'accord? Donc, une vitesse, c'est une direction, un sens et une valeur. Alors, il y a les trois mots, valeur, norme ou intensité. Bon, peu importe. Là, je vais quand même finir par dessiner mon vecteur V2. Voilà. Il n'y a aucune raison pour que le bout de la flèche de V2 aille jusqu'à G3. Parce que la distance G2, G3, elle est faite en fonction de mon échelle de représentation géométrique des points, tandis que la taille de ma flèche V2, elle est faite en fonction de mon échelle de représentation des vecteurs vitesse. Donc pour G1, G2, G3, 1 cm par exemple représente tant de centimètres ou tant de mètres, tandis que pour V, tant de centimètres de taille de flèche représente des mètres par seconde, et non pas des mètres, etc. D'accord? Donc, un vecteur, c'est trois choses. Avant la seconde, je savais que la vitesse avait une valeur. Maintenant, je sais qu'une vitesse n'a pas qu'une valeur, ou norme ou intensité, elle a aussi une direction et un sens. C'est la même chose pour les forces. Les forces, on a pu être amené à calculer la valeur de certaines forces. Par exemple, le poids, vous savez que le poids, si vous avez une masse donnée, eh bien, c'est la masse multipliée par un petit g qui est l'intensité de la pesanteur. Alors, toutes les valeurs numériques, toutes les constantes vous sont données, vous n'avez pas à les retenir. D'accord? Une force est en newton. Une masse est en kilogrammes. D'accord? Et G vous est toujours donné dans l'unité qui va bien. Là, forcément, ce sont des newtons par kilogramme. Bon, très bien. Je vais dessiner ici, par exemple, un palais qui est posé sur la glace. D'accord? Il a son poids P. Ok. La glace va réagir avec une force. Elle va réagir pourquoi? Parce que le palais appuie sur la glace. D'accord? Puisqu'il est posé dessus. Et donc, la glace va réagir avec une force appelée réaction. Alors je peux la faire partir soit du point de contact, soit du centre d'inertie. D'accord? Souvent dans le contact entre le palais et la glace, il y a des frottements. Mais si on ne vous le dit pas, vous pouvez toujours dans l'inventaire des forces le dire et puis dire qu'on va le négliger, puisque de toute façon l'énoncé ne vous en parle plus après, ne vous donne aucun moyen de calculer, donc c'est pas la peine d'introduire des choses sur lesquelles on ne peut rien donner ensuite. Pareil par exemple pour la résistance de l'air, effectivement il y a des frottements de l'air, on peut toujours dire qu'ils existent, mais si dans l'énoncé il n'en est pas fait grand cas, on pourra dire que ça existe mais qu'on le néglige. Il y a un autre type de force qu'on introduit dans le chapitre de mécanique en seconde, c'est celui du pendule. Voilà, j'ai un angle ici avec la verticale. D'accord? Et il y a une masse qui est retenue par un fil. D'accord? Bon, eh ben,
la force qui est le long du fil et qui tient la masse s'appelle la tension du fil. Bon, c'est juste à savoir. Une autre force sur laquelle il y a des calculs à faire, c'est la force d'interaction gravitationnelle de Newton. Donc j'ai... comment je vais le faire? J'ai un objet A de masse MA, un objet B de masse MB. Alors, A et B peuvent être des objets ponctuels ou bien ça peut être le centre d'objets sphériques. D'accord? Et tout va se passer comme si toute la masse était concentrée au centre. Concentrée au centre, d'ailleurs, c'est un joli pléonasme. D'accord? Donc, la force exercée par B sur A, c'est égal à la constante de gravitation, dont la valeur est toujours donnée, 6,67 10-11, mais la valeur est toujours donnée en exercice, multipliée par la masse de A, la masse de B, et divisée par la distance qui les sépare au carré. Ok, ça c'est un vecteur, ça c'est une valeur. Pour que ça devienne un vecteur, je vais le multiplier par un petit vecteur. On l'appelle un vecteur unitaire. Pourquoi? Parce que sa norme est égale à 1. C'est-à-dire que le fait de rajouter ce vecteur ne va pas changer quoi que ce soit à la valeur. Il est juste là pour indiquer une direction et un sens. D'accord? Donc je vais noter UAB. F de B sur A, ça veut dire F exercé par B sur A. Ça veut dire que c'est A qui subit. D'accord? A qui subit, il est attiré par B. Donc ici, j'ai F de B sur A. Et F de B sur A est bien égal à un nombre multiplié par un petit vecteur juste là pour dire F de B sur A, c'est par là. D'accord? U de A vers B. Alors, U de A vers B, des fois, on voit la notation U de A flèche B. Bon, U de A vers B. Mais bon, c'est pareil. D'accord? Alors, quelque chose de tout à fait remarquable. Tout comme on a vu que les vitesses avaient trois caractéristiques, direction, sens, valeur, les forces ont aussi trois caractéristiques parce que ce sont des vecteurs. D'accord? Donc, une force est aussi caractérisée par une direction, un sens et une valeur ou norme ou intensité. Ok? Donc voilà, une force. Quelque chose de tout à fait remarquable, c'est que si le point A est situé à la surface du corps B, d'accord? Donc comme moi à la surface de la Terre, eh bien Newton nous dit que cette force-là, la valeur de cette force-là, c'est la même que le poids. Donc je peux écrire que ma masse à moi, multipliée par l'intensité de la pesanteur, c'est égal à grand G, MA, MB. Vous savez que quand on met rien, c'est que c'est multiplié. Voilà. Divisé par la distance qui me sépare du centre de B. Mais si je suis au centre, si je suis à la surface de la Terre, la distance qui me sépare, c'est le rayon terrestre. C'est bien pour ça que je disais que tout se passe comme si toute la masse était concentrée au centre de la Terre. D'accord? C'est-à-dire que moi je touche la Terre, alors je pourrais dire ben, la distance entre moi et la Terre c'est 0. Et non, la distance entre moi et le centre de la Terre, c'est le rayon terrestre. Donc à la place de D, je mets RT. Hein, RT étant le rayon terrestre. Alors si je ne suis pas sur la surface de la Terre, et que je suis en altitude, d'accord? Ben, si je suis en altitude, si je suis ici par exemple, d'accord? J'ai une altitude H, il y a toujours le rayon RT, ma distance là ce sera RT
plus H. D'accord? D, ce sera RT plus H. Et donc D carré, ce sera RT plus H au carré. Si ma distance au centre de la Terre, si je ne suis pas sur la surface, mais je suis au voisinage de la surface. Si je suis à 400 km d'altitude, ben, je veux dire, comparé au rayon terrestre qui en fait 6300 ou 6400, d'accord? Bon. Donc, la vitesse, savoir la calculer, utiliser les bonnes unités, savoir tracer un vecteur en utilisant une échelle. De la même manière, les forces, savoir les calculer, savoir les représenter, connaître les caractéristiques, les représenter en utilisant aussi une échelle, tant de centimètres représente tant de newtons. Et puis, une fois qu'on a mouvement et force, on fait une mise en commun. On se dit, bon, est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Ben oui, tout l'objet de la mécanique, en fait, c'est de décrire le lien entre le mouvement et les forces. Donc, on peut dire quoi? Le principe d'inertie nous dit que le principe d'inertie nous dit, en gros, je vais d'abord vous le dire de façon non mathématique. Pour qu'il se passe quelque chose, pour que quelque chose change, il faut faire intervenir les forces. Si une force n'intervient pas, rien ne change. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'étais au repos, je reste au repos, si les forces qui agissent sur moi se compensent. Ce qui serait l'équivalent de rien ne se passe. C'est la même chose au final qu'on agisse sur moi avec des forces qui se compensent et qu'on n'agisse pas sur moi. D'accord? Donc, si j'étais au repos, je reste au repos si rien ne se passe. Enfin, en termes de force, si j'avais une vitesse donnée, un vecteur vitesse donnée, et qu'aucune force n'agit sur moi, je garde ce même vecteur vitesse. Ça, c'est quelque chose de fort. C'est que nous, spontanément, dans notre tête, on pourrait se dire, mais pour qu'un objet avance, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui le bouge. Sauf que, en fait, la force, elle n'est pas là pour faire que les choses bougent. La force, elle est là pour faire que le mouvement change. Si le mouvement ne change pas, d'accord? En fait, pas le mouvement, c'est si le vecteur vitesse ne change pas, c'est que les forces se compensent. Ça, c'est important. Je suis en train de tomber à vitesse constante en parachute, les forces se compensent. Si elles ne se compensaient pas, soit je remonterais, ou je serais freiné et puis je remonterais, soit j'accélérerais vers le bas. D'accord? Donc, le principe d'inertie me dit, les forces, alors je vais me mettre du côté force ici, les forces se compensent équivaut à le vecteur vitesse est constant. Le vecteur vitesse est constant dans deux cas, soit le mobile est au repos, soit il est en mouvement rectiligne uniforme. Si j'ai un mobile qui est en train d'accélérer, c'est que les forces ne se compensent pas. S'il est en train de ralentir, c'est que les forces ne se compensent pas. S'il est en train de tourner à vitesse constante, mouvement circulaire uniforme, la valeur ne change pas, mais la direction de la vitesse change tout le temps. Donc le vecteur change. Donc les forces ne se compensent pas. Et c'est quelque chose qu'on connaît bien avec la gravitation universelle. La Lune, grosso modo, si je fais abstraction des autres corps célestes, ne subit qu'une seule force, c'est celle qui l'attire vers la Terre. Une seule force, les forces ne se compensent pas à partir du moment où il n'y a qu'une seule force. Et on voit bien que c'est pour ça qu'elle tourne autour de la Terre. S'il n'y avait pas cette force d'attraction, la Lune continuerait tout droit son chemin à vitesse constante. Mouvement rectiligne uniforme. C'est à peu près tout, enfin même c'est tout ce qu'il y a à savoir concernant cette partie. Donc voilà, bon courage à tous, bon vent, bonne physique et à très bientôt.